Alors qu'est-ce que l'ironie et ses implications? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Pour bien tout comprendre, veuillez rester jusqu'au bout de la vidéo. L'ironie désigne ici une distance entre celui qui parle et ce qu'il dit. L'ironie consiste à parler comme si l'on était quelqu'un d'autre. Je m'inspire ici des travaux du linguistique cognitif Dan Sperber et de Deirdre Wilson. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes formes d'ironie. Et la forme la plus courante d'ironie, c'est le sarcasme. Si par exemple je dis «Ah, il fait beau aujourd'hui», alors qu'il pleut à verse, je ne pense évidemment pas ce que je dis. Je peux dire une chose pour en faire entendre une autre, et souvent l'inverse. Ça, c'est une forme d'ironie facilement reconnaissable. Mais d'autres formes sont plus subtiles. Selon Sperber, imaginons un enfant qui finisse dernier à une course. Ses amis vont se moquer, le surnommant le guépard. Si nous comprenons cette phrase comme une forme simplifiée de sarcasme, alors on peut y lire une négation implicite. Cette forme d'ironie est un peu plus souple que le sarcasme, on ne dit pas le contraire explicitement, mais on prétend jouer un rôle. On adopte un point de vue absurde. Ici, celui d'un guépard pour faire ressortir la réalité inverse. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'ironie n'est pas simplement une affaire de mots, c'est aussi une position mentale. L'énonciateur ne dit pas simplement quelque chose, il fait semblant de dire quelque chose pour en faire comprendre quelque chose d'autre. Il joue un rôle, adopte une voix qui n'est pas la sienne, ou du moins pas tout à fait la sienne. L'ironie est donc une forme de simulation partagée, où l'auditeur est censé reconnaître le jeu. C'est pour cette raison qu'on dit souvent que l'ironie demande un complice. Elle ne fonctionne que si l'audience ou l'opposant est capable de comprendre que ce n'est pas du premier degré. Cela demande une forme d'intelligence sociale, un décalage partagé entre ce qui est dit et pensé. Mais ce décalage peut être plus ou moins subtil. On peut avoir de l'ironie joyeuse, comme chez Socrate, qui pose des questions naïves tout en sachant très bien ce qu'il fait, de l'ironie cruelle, comme chez certains moralistes, et de l'ironie tragique, comme dans certaines œuvres littéraires. Ou encore de l'ironie involontaire, quand quelqu'un affirme quelque chose de manière sérieuse alors que la situation le contredit totalement. Au fond, l'ironie nous oblige à lire entre les lignes. Elle est un appel à l'interprétation, à la finesse, mais aussi à la méfiance. Car quelqu'un qui parle ironiquement peut toujours se rétracter en disant « mais je rigolais ». Certains peuvent aussi adhérer sincèrement à leurs propos, être sincères dans le fond, mais jouer avec la position. Assumer une idée tout en la ridiculisant légèrement. Ce n'est plus seulement une distance entre le locuteur et ce qu'il dit, mais une distance entre le locuteur et lui-même. Ce phénomène est courant chez ceux qui veulent exprimer quelque chose d'impopulaire. Ils enveloppent leurs propos dans une couche d'humour, parfois même d'autodérision. L'ironie devient alors une manière d'habiter ses idées à moitié, de garder une porte de sortie permanente. Une demi-sincérité, une retenue élégante ou de l'autodérision qui nous délivre de l'intensité qu'exige la pensée. Il y a encore une autre forme d'ironie, et probablement la plus répandue. Une ironie fuyante et moralement commode, qu'on pourrait appeler ironie apathique. Elle est très répandue, notamment sur les réseaux sociaux, dans les milieux intellectuels ou médiatiques. Elle fonctionne comme un déguisement de jugement. C'est une manière de critiquer sans assumer la critique, de se distancer sans vraiment se taire. C'est l'ironie de celui qui préfère empoisonner plutôt que d'attaquer frontalement. Si j'étais aussi incompétent dans ce domaine, peut-être que je ne me permettrais pas de faire de telles affirmations, mais bon, ce n'est que mon avis. Ce que cela veut dire est très clair. L'autre est incompétent. Mais c'est dit à travers une hypothèse conditionnelle. On affirme une chose en faisant semblant de ne pas la dire. Ce type d'ironie est une posture de surplomb moral. Elle donne à celui qui parle l'apparence d'un être raisonnable, mesuré et lucide, alors qu'il est en réalité pleinement engagé dans un rapport conflictuel. Simplement, il ne veut pas apparaître comme tel. C'est une manière de préserver son image tout en attaquant l'autre. Et cela donne des dialogues où plus personne ne dit véritablement ce qu'il pense. Ce type d'ironie révèle un malaise profond dans notre manière de débattre aujourd'hui. C'est une cruauté qui se fait passer pour de la sagesse. Mais je reviendrai sur ce point plus tard. Mais si quelqu'un était véritablement détaché, pourquoi perdrait-il son temps à commenter? L'ironie apathique est donc une fausse neutralité. Ce n'est pas le contenu de l'affirmation qui est ironique, mais le ton. Mais tout ce que je viens d'exprimer, ce sont des formes d'ironie verbale. Il existe une autre forme d'ironie, très répandue elle aussi, qui se manifeste dans les comportements culturels. Certains regardent un film nul ou une série qu'ils n'assument pas de vouloir regarder et prétendent le faire ironiquement. Ils disent qu'ils ne le font pas sérieusement, que c'est pour le fun. Et au début c'est vrai. Mais peu à peu, à force de jouer avec ce qu'on méprise, on finit par s'y attacher. L'ironie devient une habitude, une porte d'accès, et la frontière entre ce qu'on fait pour rire et ce qu'on fait vraiment commence à s'estomper. Ils commencent une série par ironie, puis ils veulent connaître la suite. Cette forme d'ironie peut servir à éviter la honte, la peur d'aimer sincèrement quelque chose, et d'essayer sans pour autant s'engager. Certains cachent le plaisir derrière l'ironie.
Je connaissais un ami gay qui ne s'assumait pas. Il ne savait pas encore qu'il aimait les hommes. Il embrassait des garçons en soirée pour rire, pour choquer, pour déconner. Il disait que c'était ironique, que c'était une blague. Et en surface, tout le monde rigolait, y compris lui. Mais en réalité, ce comportement n'était pas né d'un humour ou d'une quelconque ironie comme il le prétendait. Il venait d'un désir réprimé. L'ironie lui permettait de faire sans faire, d'éprouver sans avouer, d'exprimer sans affirmer. Il ne disait jamais qu'il en avait envie, il disait seulement que c'était pour rigoler. Il ne mentait pas seulement aux autres, il se mentait à lui-même. Ce n'est que plus tard, des années après, lorsqu'il a commencé à s'accepter, qu'il a compris que ce qu'il croyait ironique était sincère. Et ce phénomène dépasse la question de l'orientation sexuelle. Il concerne toute forme de désir ou d'identité que l'on n'ose pas affirmer pleinement. Donc l'ironie prend beaucoup de formes et peut être subtile, ou alors évidente comme avec le sarcasme. Elle peut être frontale, verbale ou corporelle. Et maintenant que nous connaissons les différentes formes d'ironie, je suis prête à vous parler de ses dangers, de ses implications, mais aussi de ses qualités. L'ironie permet de prendre une certaine distance entre soi et ses croyances pour pouvoir les exprimer sans s'exposer. C'est une façon de tester une idée, de sonder un groupe. Imaginons que quelqu'un a une croyance sincère, mais qui ne sait pas ce que le groupe autour de lui en pense. Il peut alors s'exprimer avec une certaine ironie, en jouant un petit peu, comme si ce n'était qu'une blague ou juste des idées comme ça. Il observe alors les réactions, qui rit, qui grimace, qui s'éloigne. L'ironie permet de repérer, de savoir si quelqu'un ou un groupe d'individus est capable d'accueillir ce que l'on pense. Est-ce que je peux, dans cet espace, me risquer à la sincérité? Lorsqu'on ne sait pas comment répondre à cette question, on peut utiliser l'ironie. Ce n'est donc pas toujours une fuite, mais aussi une exploration du terrain social. Dans ce sens, l'ironie est parfois une manière d'approcher le monde et vérifier s'il refuse ou non nos idéaux. Mais à force de tester les autres, de se camoufler derrière l'ironie, on finit par ne plus jamais dire ce que l'on pense vraiment. L'ironie, initialement protectrice, devient alors une barrière entre soi et le monde. À long terme, cela a un coût, parce que l'on peut s'intégrer, oui, mais sans honnêteté. Et suite à ça, on ne se sentira jamais tout à fait entendu. Et on ne laisse pas aux autres la chance de nous exprimer ce qu'ils pensent réellement. Cela entretient une solitude subtile, celle de celui qui ne s'est jamais réellement montré, et qui par conséquent se sent toujours incompris et seul, même lorsqu'il est entouré. Ce sentiment, c'est quelque chose que la majorité ressent aujourd'hui. L'ironie n'est pas directement liée à ça, mais le manque d'honnêteté et de sincérité, de transparence, oui. À force de faire semblant, on ne sait plus très bien ce que l'on pense. Pour être sincère, il faudrait se détacher de cette distance qu'il y a entre nous et nos croyances. Car c'est ce qui nous permet de construire une identité, d'être nous-mêmes et de rencontrer des gens avec qui on peut s'entendre, se sentir sincèrement aimé. Mais ce n'est pas cela le cœur de la vidéo. Le plus important, c'est l'ironie verbale, car elle est devenue une arme surpuissante que tout le monde utilise. Elle permet de ridiculiser et disqualifier toute opinion sans avoir à se justifier. Elle permet d'annuler une position, une idée, une personne, sans fait, sans argument, sans preuve, seulement par le ton. Celui qui l'utilise peut attaquer sans s'engager et se moquer sans s'exposer. Dans un dialogue, l'ironie place celui qui y recourt au-dessus du débat, tandis que celui qui ose parler sincèrement, lui, se rend vulnérable. Aujourd'hui, afficher une opinion honnête, réfléchir à voix haute, dire ce qu'on pense vraiment, c'est devenu risqué. Et ce que nous redoutons dans une discussion, ce n'est pas l'opposition. Ceux qui prêtent une valeur à nos propos et nous permettent de réellement débattre ne sont pas nos ennemis. Nous craignons les moqueurs, les sarcastiques, ceux qui vont utiliser l'ironie et rire de nous. Cette inflation de l'ironie rend donc le dialogue impossible ou menaçant. On ne peut plus exprimer nos opinions tout en se sentant en sécurité. Imaginez que je discute avec vous d'un sujet et que j'affiche une opinion sincère, mais que vous décidez de répondre par le sarcasme ou d'appliquer quelconque forme d'ironie. Cela vous laisserait l'espace de manœuvrer à distance, de ne pas vous dévoiler, ni d'offrir le fond de votre pensée. Vous pourrez jongler d'une opinion à un autre, sans avoir besoin de rester cohérent, le tout en décrédibilisant mon idée. Cette flexibilité permet de rendre une idée inadéquate sans donner d'arguments valables et sans avoir besoin de défendre une position fixe. Autrement, vous êtes attaquant et vous avez le choix des armes à votre disposition face à quelqu'un qui n'a qu'un bouclier. L'ironie permet de disqualifier une idée sans jamais avoir à en défendre une autre. Malheureusement, il n'y a rien de véritablement concluant à débattre ainsi. Et malheureusement, la majorité des interviews, des débats médiatiques ou même des discussions sur les réseaux se présentent comme des affrontements d'idées, mais ne sont pas des dialogues. Les uns ironisent, les autres se défendent. Et personne ne donne la place, la sécurité
pour que les deux opposants soient entendus sans être moqués. Les discours sont donc ridiculisés avant d'avoir été entendus dans leur entièreté. Dans ce cadre, celui qui parle avec sérieux devient une cible facile. Il offre de la matière à caricaturer. Face à lui, celui qui utilise l'ironie n'a pas besoin de penser. On assiste alors à des simulacres de débat où chacun va avoir le dernier mot, en faisant rire l'assemblée. Ce ne sont plus des débats, mais des humiliations publiques. Et ce genre de confrontation produit un effet pervers. Les idées ne sont plus défendues, ni correctement déconstruites. Le fond de la pensée disparaît derrière le besoin de se justifier ou d'éviter le rire ou la moquerie. Le sérieux et l'intelligence véritable deviennent incompatibles avec le théâtre demandé aujourd'hui. Et surtout, ça enseigne aux spectateurs que penser est dangereux, que se dévoiler est risqué, et qu'il vaut mieux se dissimuler sous le sarcasme. De plus, l'auditeur de tels simulacres va automatiquement se ranger du côté de celui qui utilise l'ironie, parce qu'il pensera que s'il adhère à la pensée de celui qui est moqué, il sera lui aussi moqué. Car lorsque l'échange est dominé par l'ironie, ce n'est plus la qualité des arguments qui pèse, mais la manière dont chacun parvient à sauver les apparences. Et dans ce jeu-là, l'ironiste part avec un avantage décisif. Il peut se rétracter, se défausser, dire qu'il disait ça pour rire ou au contraire être très sérieux. Il ne s'engage jamais pleinement et n'a donc aucun besoin de se justifier. En face, celui qui défend une idée sincèrement est obligé de se défendre, mais il doit se défendre individuellement et ne peut plus défendre sa pensée. Il est moqué, raillé, tourné en dérision, et même si cela est fait subtilement, ce n'est plus son idée qui est remise en question, mais sa personne. Et l'auditeur, qui observe cette dynamique, associera instinctivement cette idée à la gêne, à la honte, au malaise. Il comprendra naïvement que penser comme celui qui est moqué reviendrait à prendre le risque d'être moqué. Il n'aura pas analysé les arguments, mais il aura vu qui a eu le dernier mot, qui a fait rire et qui a gardé le contrôle. Dans un échange biaisé par l'ironie, on apprend à suivre ceux qui ironisent et pas ceux qui pensent. On ne découvre pas des opinions, on apprend à les fuir pour éviter de passer pour des imbéciles. La pensée moquée devient une pensée honteuse indépendamment de sa valeur. Ainsi, la dynamique de domination ironique ne détruit pas simplement le débat. Elle façonne l'opinion du public. Elle conditionne nos réflexes culturels et produit une hiérarchie sociale de la parole. Le cynique gagne, le sincère perd. Et cette logique empoisonne tout ce qu'elle touche. Le journalisme, la politique, les réseaux sociaux et même les discussions intimes. Nous vivons dans une époque saturée d'ironie. Ce n'est plus seulement un style, mais un réflexe. L'ironie nous promet une illusion d'intelligence, de la distance et une perçue lucidité. Cela tout en faisant rire et en obtenant la sympathie du public. Mais elle nous prive en réalité de la possibilité d'un dialogue sincère. Et au bout d'un moment, à force de tout tourner en ridicule, on ne prend plus rien au sérieux. Ceux qui n'ont que l'ironie n'ont véritablement rien à offrir, ni aucun véritable opinion, ce qui les transforme avec le temps en nihilistes apathiques. Des êtres passifs qui savent se moquer mais ne peuvent enrichir la pensée humaine. Cependant, je ne condamne pas l'ironie, elle peut être un jeu. L'ironie n'empêche pas la sincérité, mais il serait bon qu'elle ne s'applique pas à tout. Et l'éviter dans les débats sensés pourrait aider à améliorer notre société. Il faudrait donc clarifier les règles lors des débats, ou avant de monter sur un plateau. Si nous voulons sortir de cette stérilité intellectuelle, nous devrions cesser d'empoisonner nos discours avec l'ironie. Il faudrait réapprendre à écouter sans vouloir humilier. Nous devrions nous laisser la possibilité de communiquer des émotions sincères, d'affirmer nos opinions sans prendre le risque d'être confrontés à l'ironie. Car même si la censure évidente semble avoir disparu, plus personne n'ose l'honnêteté, et ceux qui le font sont désarmés face à l'ironie. Soyons donc plus sincères et plus précautionneux lors de notre utilisation de l'ironie. Si vous êtes généreux, vous pouvez me faire un don sur Ko-fi, ça me soutiendrait vraiment énormément. Je remercie toutes les personnes qui me suivent de tout mon cœur. Merci à vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et si jamais vous voulez aller voir mon site, le lien est dans la description. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Ciao!